Alors Donald Trump est un peu en difficulté dans sa campagne aujourd'hui. Il marque un peu le pas dans les sondages, et notamment chez les plus de 65 ans, qui est un électorat crucial, parce que l'opinion publique lui fait, semble-t-il, moins confiance pour gérer la crise du Covid-19 qu'elle ne fait confiance aux gouverneurs dans les États fédérés. Donc il marque un peu le pas. Et du coup, il a besoin de faire diversion, de distraire un peu l'opinion et les médias. Et il a un adversaire tout trouvé qui est un peu son obsession depuis son élection de 2016. Cet adversaire s'appelle Barack Obama. Ce n'est pas son adversaire pour le 3 novembre prochain, son adversaire sera Joe Biden. Mais d'une part, c'est l'ancien vice-président de Barack Obama, donc dans les représentations collectives, les deux sont étroitement associés, et donc c'est un repoussoir pour le cœur de l'électorat de Trump. Et par ailleurs, Obama, depuis un mois, est entré indirectement, et parfois d'ailleurs très directement, en campagne contre Trump, avec une vidéo qui a été beaucoup regardée le 14 avril dernier, où il apporte son soutien explicite et fort à Joe Biden, et puis par des petites piques qu'il envoie à Trump, soit sur Twitter, soit par exemple le samedi 16 mai où il a fait une conférence qui a été retransmise sur toutes les grandes chaînes de télé, y compris Fox News, à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplôme dans des lycées et des universités, où il a appelé à faire confiance à la science, à faire confiance à des leaders qui connaissent leur sujet, aux experts, et non pas à des gens qui font de la politique de manière délétère. Donc Trump a inventé de toutes pièces ce qu'il appelle un Obamagate, c'est-à-dire il prétend que Obama aurait, dès la campagne de 2016, fait en sorte de lui savonner la planche et d'inventer de toutes pièces l'histoire de l'ingérence russe dans la campagne de Trump. C'est pas la première fois que Trump invente un complot d'Obama contre lui, puisqu'il avait été un des principaux acteurs du complot sur le lieu de naissance et la nationalité d'Obama en 2011. Et là, voilà, on a nouvelle théorie du complot qui, comme d'habitude, reste dans le flou. Il y a du teasing, il y a du faux suspense. Et quand les journalistes interrogent Trump pour dire « Mais finalement, sur quoi vous appuyez-vous pour parler de ce scandale? De quoi s'agit-il » Il dit « Mais tout le monde le sait. On sait bien de quoi il s'agit, c'est le plus gros scandale de l'histoire des États-Unis. » Joe Biden est confronté à deux gros problèmes à cet instant dans la campagne, mais il a aussi certains atouts. Alors concernant le premier problème, c'est les accusations de viol dont il fait l'objet de la part d'une ancienne collaboratrice, Tara Reade, et ça se serait produit en 1993. Et la stratégie de défense de Biden, après avoir longtemps gardé le silence, c'est de nier les faits. Alors c'est un gros problème pour lui évidemment, c'est un gros problème pour Tara Reade surtout, mais aussi pour la campagne des démocrates, parce que les démocrates qui avaient soutenu le mouvement MeToo avec un des mots d'ordre qui était « Believe Women », il faut croire les femmes, sont aujourd'hui bien en peine de pouvoir se forger une opinion sur le sujet. Alors même si la présomption d'innocence est de mise, même si une plainte vient juste d'être déposée par Tara Reade, eh bien il faut laisser le temps peut-être à la machine judiciaire ou pas de se mettre en mouvement. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les démocrates sont face à une aporie, parce que comment faire avec ce problème sans laisser l'impression qu'il y a deux poids deux mesures quand on parle de Brett Kavanaugh et de Christine Blasey Ford, et puis de Tara Reade et de Biden du côté démocrate. Peut-être que ça peut être pour Biden l'occasion de promouvoir un agenda féministe très fort pour son programme de campagne et pour sa présidence. On sait qu'il va très probablement nommer une colistière, donc une femme, peut-être Elizabeth Warren, peut-être Stacey Abrams, peut-être Kamala Harris, on ne sait pas encore, mais ça ne suffira pas, parce que ça voudrait dire que c'est juste peut-être une caution féminine. Mettre en place un agenda vraiment féministe, vraiment égalitaire, qui prenne en compte toutes les dimensions d'égalité femmes-hommes dans chacun des sujets de l'agenda, pourrait être une manière de répondre, même si évidemment la presse progressiste américaine déplore le fait que l'électorat va devoir peut-être choisir le 3 novembre prochain entre deux personnes qui sont accusées de viol. Le deuxième problème de Biden à ce stade, c'est qu'il a une communication numérique
qui est un peu timide. Il fait des vidéos dans le sous-sol de sa maison du Delaware et Trump se moque de lui en disant « Vous voyez, il est enfermé dans son sous-sol, c'est même pas lui qui écrit ses prestations vidéo ». Évidemment, il est pénalisé par l'arrêt de la campagne à cause du Covid-19, alors que Trump, lui, a toute l'attention médiatique dont il pourrait bénéficier en tant que président. Et puis, sur le fond, c'est une communication un peu poussive qu'a Biden. On a l'impression qu'il est toujours sur la défensive sur tous les sujets de l'agenda. Donc, son équipe essaie de le rendre un peu plus disruptif, un peu plus radical sur un certain nombre de sujets. Mais par ailleurs, il a certains atouts, et notamment l'unité des démocrates derrière lui se confirme. Il a réussi à faire venir dans son équipe de campagne Alexandria Ocasio-Cortez, qui va rejoindre l'ancien secrétaire d'État John Kerry sur le pôle environnement. Et puis chaque jour ou presque, il y a des leaders du Parti démocrate qui se rangent derrière lui. Donc ça veut dire que l'idée de rassembler le parti pour l'emporter face à Trump, c'est une prise de conscience importante des démocrates qui est en faveur de Biden. La grande différence avec 2016, c'est qu'en 2016, personne ne prenait Trump au sérieux. Cette année, tout le monde le prend au sérieux dans une possible réélection. Et puis, dernière chose, Biden a l'air de vouloir écouter davantage les points de vue au sein du parti, pas simplement les leaders, mais vraiment du côté des jeunes, du côté des associations. Et Obama va l'aider sans doute pour gagner, pour conquérir au moins en partie le vote des jeunes avec tout ce qu'il dit en s'adressant aux Young Leaders et tout ce qu'il fait par le biais de sa fondation. Avec la crise du Covid-19, on peut s'attendre à ce que chacun des deux candidats à la présidentielle du 3 novembre prochain revoie son agenda, revoie son programme sur le plan de la santé, sur le plan de l'économie, sur le plan de la politique étrangère, en particulier parce qu'on voit que le système de santé américain est très largement insuffisant pour pallier tous les problèmes engendrés par la crise, et en particulier avec, à ce stade, 36 millions d'Américains qui brusquement se retrouvent au chômage et qui ont pour beaucoup perdu automatiquement leur assurance santé. Eh bien, c'est un problème d'inégalité sanitaire très importante. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, a annoncé que oui, l'économie allait repartir, mais peut-être pas avant 18 mois, c'est-à-dire pas avant la fin 2021. Donc ce sont des prévisions qui sont quand même assez pessimistes. Donc on pourrait s'attendre à ce que du côté de Trump comme du côté de Biden, il y ait une remise en question un peu de l'agenda. C'est vrai du côté de Biden, ça l'est pas du tout du côté de Trump, qui vraiment campe sur sa stratégie très identitaire, très l'America First, l'Amérique fermée sur elle-même, la désignation de bouc émissaire à cette crise, et puis la négligence quand même assez complète, il faut le dire, des questions sanitaires au profit d'une relance de l'économie, mais quel que soit finalement le coût humain. On a un peu cette impression du côté de Trump, et puis les voix divergentes sont écartées. La valse des conseillers qui quittent la Maison-Blanche ou des hauts fonctionnaires qui sont limogés continue. Du côté de Biden, il semble y avoir une écoute un peu plus grande de la part du monde associatif, de la part de l'ensemble des leaders du Parti démocrate, de l'ensemble aussi, en tout cas de l'opinion qu'il faut aller conquérir pour revoir un peu l'agenda. Et par ailleurs, Biden est contraint de gauchiser son programme, parce que s'il veut rallier à lui l'électorat de Bernie Sanders, s'il veut rallier aussi les jeunes qui, même s'ils soutenaient Sanders, ne se déplace pas forcément dans les urnes, il va être contraint d'être beaucoup plus radical, beaucoup plus progressiste sur les questions d'environnement, sur les questions de dette étudiante, sur les questions de soutien aux salariés en cas de crise, sur les questions de santé bien évidemment. Et on a l'impression qu'il y a une écoute, une volonté d'élargir la consultation, la concertation qui est plus grande du côté de Biden que du côté de Trump. La deuxième chose, c'est celle du leadership. Quel type de leadership, c'est-à-dire quel type de style politique les Américains vont-ils plébisciter le 3 novembre prochain? Est-ce qu'ils vont plébisciter un président qui joue sur la rhétorique guerrière, du combat assez viriliste qui est celui de Trump, et encore une fois aussi de l'Amérique agressive dans le monde, ou bien est-ce qu'un leadership plus coopératif,
plus empathique aussi, va avoir leurs préférences. Et c'est d'autant plus crucial dans un électorat plutôt âgé qui semble faire un peu défaut à Trump aujourd'hui et sur lequel Biden aussi doit miser. Et puis, dernier élément, l'image des États-Unis dans le monde s'est considérablement dégradée avec la manière dont Trump a géré l'épidémie de Covid-19. Quand Trump parle par exemple du Chinese virus pour désigner le coronavirus, et le refus de toute coopération internationale sur la pandémie avec essayer de capter le premier les vaccins qui seront mis au point. Donc ça conforte le refus de tout multilatéralisme, de toute coopération internationale comme il nous l'avait montré depuis 3 ans. Est-ce qu'un Joe Biden va revenir, s'il est élu, à un multilatéralisme plus grand, plus confirmé? Est-ce que la coopération avec les autres grandes puissances, mais aussi avec les pays du Sud, va changer du tout au tout par rapport à Trump? Sans doute pas du tout au tout, parce qu'il va s'inscrire dans une tradition de multilatéralisme modéré qui est l'histoire des États-Unis. Mais il a dit durant sa campagne, et il continuera sans doute de le dire jusqu'au 3 novembre, qu'il veut restaurer l'image des États-Unis dans le monde, qu'il veut être un peu un stabilisateur de la coopération internationale. C'est ambitieux, mais enfin, il le dit. Et puis, sans doute qu'il va s'entourer d'anciens de l'équipe d'Obama, peut-être au département d'État, qui sait, qui pourraient sinon signaler un retour en arrière à l'époque Obama, en tout cas montrer des gages d'une volonté de coopérer et de travailler ensemble, ce qui a été complètement rompu avec la doctrine de l'America First.